Bonjour, je vous remercie de votre venue. Je voudrais aussi remercier évidemment Olivia Parnes et le Mémorial pour l'accueil qui nous est fait, l'occasion qui nous est offerte donc de parler de ce passionnant ouvrage, Olivia Parnes vient de le dire, de Patrick Gautra intitulé à Pétain Salazar de Gaulle, Affinité, ambiguïté, illusion, 1940 à 1944. Patrick Gautra, vous êtes diplomate, vous avez servi en Espagne, aux États-Unis et en Pologne. Vous avez été ambassadeur en Pologne de 2002 à 2004, avant de devenir l'ambassadeur de France à Lisbonne entre 2004 et 2008. Au cours de votre carrière, vous avez aussi travaillé au cabinet du Premier ministre Raymond Barre. Vous avez travaillé au ministère du Transport, au ministère de la Défense et au ministère des Affaires du Commerce extérieur. Et vous venez donc de publier ce livre et du sport, excusez-moi, très important, oui. D'autant plus qu'on aurait aussi peut-être des choses à se dire avec Yves Léonard, qui lui aussi a publié sur le sport. Mais on va parler du Portugal. Je présente donc peut-être les autres invités d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet. Renée Poznanski, vous êtes historienne, vous êtes sans doute la spécialiste en France concernant l'histoire juive de France et l'histoire de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Vous dirigez le Centre d'études européennes et contemporaines Simone Weil de l'Université Ben Gurion du Negev, où vous êtes titulaire de la chaire Yaakov et Pouria Avnon d'études de l'Holocauste. Et vous êtes l'auteur donc de cet ouvrage qui est aussi présenté sur la table, qui s'intitule Les Juifs en France durant la Seconde Guerre mondiale, édité par Hachette et qui est disponible en poche. Et vous êtes également l'auteur de Propagande des persécutions, la résistance et le problème juif, qui est paru aux éditions Fayard. Enfin, Yves Léonard, tu es historien, diplômé de Sciences Po. Vous êtes énarque aussi à Patrick Gautra, j'ai oublié de souligner pour respecter la... Alors, ce n'est pas un lapsus, hein, je pense qu'on peut le dire encore. Donc, personne n'est parfait. Vous êtes énarque, donc Yves Léonard est diplômé de Sciences Po. Tu es aussi historien, spécialiste du Portugal. Tu enseignes au Centre d'histoire des sciences de Sciences Po à Paris, et tu es l'auteur, entre autres, de Le Portugal, 20 ans après la Révolution des œillets, donc, qui est paru en 1994 à la documentation française. Et tu as également signé, entre autres, Histoire du Portugal contemporain, qui a été publié aux éditions Chandaigne, avec une préface de Jorge Sampaio. Et je voudrais signaler aussi le texte très intéressant, Salazarisme et fascisme, paru également aux éditions Chandaigne et préfacé ce coup-ci par Mario Soares. Enfin, je voudrais aussi souligner, parce qu'il me semble important, donc tes travaux consacrés aux découvertes maritimes du Portugal. Je pense que c'est un aspect évidemment de l'histoire du Portugal qui est primordial pour la compréhension à la fois de Salazar et de l'histoire du Portugal du XXe siècle. Bon, votre ouvrage, Patrick Gautra, qui est tout à fait passionnant, revient sur une histoire particulièrement dense, une histoire entre deux pays. Alors, pour dire en 3 mots ce qui m'a frappé à premier abord, et avant de vous laisser la parole pour présenter votre ouvrage de façon plus personnelle, d'abord les parallèles et les différences entre la France et le Portugal en 1940. Une grande proximité à la fois le Portugal qui est très francophile, qui a des élites qui sont francophiles et francophones, qui sont donc vraiment marqués par la culture française, face à Salazar, Pétain, qui lui admire le Estado Novo, donc ce régime instauré par Salazar en 1933 au Portugal, au point, donc, Livia Parnes l'a rappelé, que De Gaulle, alors je ne sais pas si c'était une plaisanterie ou si c'était de l'humour ou si c'était sérieux, mais a appelé donc Salazar l'idole de Vichy, ce qui sonne assez drôle aujourd'hui. En même temps, pourtant, donc, Vichy qui s'installe sur un territoire atrophié, qui n'a pas vraiment d'histoire ni de tradition, qui ne dispose pas d'une constitution immédiate, en tout cas,
alors que le Portugal, en 1940, célèbre les 800 ans de sa fondation et se rappelle des 300 ans de l'obtention, en fait, de la restauration. Il y a l'Afrique du Nord qui est je dirais, un théâtre d'opération central pour cette relation, parce que c'est à la fois là où la France a encore ses colonies, notamment l'Algérie, et aussi le protectorat au Maroc. Et c'est donc une région tout à fait centrale pour Vichy. Alors, au moment où, en novembre 1942, quand les États-Unis ou les Alliés débarquent dans le cadre de l'opération Torche, c'est un territoire qui sera où De Gaulle s'installera en Afrique du Nord et De Gaulle deviendra un partenaire obligé pour Salazar. L'Afrique de l'autre côté, qui est aussi... Alors les colonies sont évidemment aussi tout à fait centrales pour le Portugal, le maintien des colonies. Et après, il y a aussi une question de matières premières qui devient tout à fait centrale entre le Portugal et la France. Et puis le dernier point, évidemment aussi central pour des dizaines de milliers d'individus, c'est la neutralité du Portugal. Et l'absence d'une législation juive, on va en parler sans doute spécifiquement juive au Portugal, contrairement à de nombreuses autres régions en Europe, qui fait que des dizaines de milliers de réfugiés ont pu quitter, ou ont pu tenter du moins de quitter l'Europe, et notamment la France, et avec l'espoir de pouvoir se réfugier au Portugal ou de passer par le Portugal pour se réfugier outre-mer. Ce sont quelques points qui me paraissent déjà dignes d'une discussion à venir, mais je voudrais peut-être vous proposer de présenter vous-même je crois qu'il faut appuyer là-dessus, votre ouvrage personnellement. Merci Patrick. Je remercie la Fondation Le Mémorial de la Shoah de cette invitation et je salue mes partenaires à cette table. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais expliquer peut-être pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi avez-vous écrit sur un sujet pareil, qui est un sujet quand même très étroit et qui n'est pas connu. C'est effectivement la première fois qu'on publie en France un livre sur ce sujet. Il y en a un au Portugal qui est très intéressant et qui m'a beaucoup influencé dans les années 2000 quand je l'ai découvert, mais qui était plutôt exclusivement centré sur le jeu très compliqué de la représentation française à Lisbonne pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une des rares capitales où nous avons eu, français, 3 représentations. La représentation de Vichy, qui était la représentation officielle, c'était une légation exactement, avec à la tête un ministre, comme on disait, et pas un ambassadeur. La représentation de De Gaulle, qui s'est implantée immédiatement, dès 1940, et la représentation pendant 6 mois seulement, et pour cause, du général Giraud, qui était considéré par Salazar et l'entourage de Salazar comme le bon candidat. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête toujours, c'est que De Gaulle a été très mal considéré par le régime de l'Estado Novo, le régime portugais, autoritaire, archi-conservateur, et qui ne pouvait pas admettre que l'on ait fait rentrer des communistes dans le gouvernement d'Alger. Et donc, la fréquentation de ce mouvement était très problématique. Néanmoins, elle a eu lieu pour des raisons, vous y avez fait allusion, purement matérielles, parce que Machiavel a écrit de très belles choses là-dessus. Il fallait faire des affaires, et on faisait des affaires avec tout le monde, y compris avec des gens qu'on n'aimait pas. Alors si j'ai écrit ce bouquin, c'est parce que je connais le Portugal depuis ma plus petite enfance, mon père ayant travaillé là-bas comme ingénieur conseil, et j'ai baigné enfant. Vous savez à quel point c'est important pour un enfant de prendre connaissance d'un nouveau pays. J'ai pris connaissance de la réalité portugaise quand j'avais 12 ans. Et comme mon père travaillait sur place une partie de l'année, on a connu immédiatement beaucoup de Portugais et on a entendu beaucoup de choses sur ce contexte particulièrement compliqué. Si j'ai utilisé le mot ambiguïté dans la deuxième partie de mon livre, c'est parce que le régime de Salazar est un régime profondément ambigu.
C'est ce qui fait toute la caractéristique de cet homme politique par rapport, par exemple, à Franco. C'est un homme qui a toutes les apparences de l'autoritarisme. C'est un ancien prêtre. Enfin, il a été au séminaire, il n'a pas été plus loin, mais ça l'a beaucoup marqué dans toute sa jeunesse. Et il gardera d'ailleurs avec le cardinal primat de Lisbonne des relations intimes, même si elles se sont dégradées au cours du temps. Donc Salazar, c'est un homme très difficile à cerner. Il n'est pas cruel comme a pu l'être Franco. C'est toujours une comptabilité désagréable à faire, mais il y a eu très peu de décès de caractère politique pendant ce régime, qui a duré, je le rappelle quand même, de 1928 à 1968. Donc c'est très long. Il y avait des camps en Afrique, il y avait une police politique extrêmement agressive, mais je dirais à la portugaise, pas de bain de sang comme en Espagne. Le Portugal, vous le savez, dans les courses de taureaux, ne tue pas le taureau. C'est symbolique d'une mentalité, même si on tue le taureau dans les coulisses de l'arène. C'est très typique de ce comportement, toujours entre deux. Alors le livre, et on parlait de l'ENA tout à l'heure, en réalité c'est plutôt Sciences Po qui m'a guidé dans le plan du bouquin, c'est-à-dire un plan en 3 parties. C'est 2 parties. Ah, ça dépendait. Il y avait plusieurs doctrines. Vous avez raison. Oui, 2 parties, 2 sous-parties. C'était Oui. La grande discussion entre Sciences Po et la Sorbonne. Oui. Là, je suis pris en flagrant délit d'hérésie. Là, Mais à Sciences Po, on faisait quand même de temps en temps des plans en 3 parties, notamment dans les copies de culture générale, où il y avait plus de souplesse que dans les copies de droit administratif ou économique. Donc 3 parties en l'occurrence, parce que c'était pratique, dans la mesure où, Patrick l'a rappelé, l'idole de Vichy, oui. On n'a pas idée aujourd'hui, 70 ans après, à quel point Salazar était populaire dans les milieux d'extrême droite et de droite très conservatrice français. Yves Léonard l'a très bien décrit dans son ouvrage. La visite à Lisbonne était une obligation pour tout homme politique. Comme aujourd'hui, vous savez, il faut aller dans telle ou telle capitale pour se faire voir avec tel ou tel chef d'État ou de gouvernement. Là, il fallait être vu avec Salazar. Et la rencontre avec Salazar n'était pas décevante. Salazar était toujours d'une exquise courtoisie, à l'écoute, parlant un français de grande qualité et témoignant pour notre pays d'une affection extraordinaire, puisqu'il disait que sans la culture française, il n'aurait pas eu de culture. Donc, vous comprendrez pourquoi j'ai appelé la première partie affinité. Cet homme-là, qui représentait la pensée de toute la classe dominante au Portugal, c'est-à-dire les 20% qui n'étaient pas illettrés et qui pouvaient parler une langue étrangère, c'était le français, qui était la première langue. Donc Salazar recevait tous ces intellectuels français, écoutait énormément ce qui se passait dans notre pays et déplorait l'évolution politique du Front populaire, qui a été un clivage qui marque dans le début du livre la relation, parce que le Front populaire soutenait les républicains espagnols. Et Franco, lui, était soutenu par Salazar, qui avait envoyé 4000 volontaires, entre guillemets, en Espagne, les viriatos. Donc, ce Salazar est un personnage incontournable de la politique française. Aujourd'hui, ça paraît un petit peu étonnant parce qu'on a oublié ces épisodes, mais à l'époque, des auteurs considérables, je pense à Paul Valéry, ont préfacé des livres de Salazar. Maurice Maeterlinck et Valéry ont préfacé 2 des plus importants ouvrages de Salazar. On a l'impression toujours qu'on invente tout actuellement, mais
le conseiller en communication existait déjà à l'époque. Celui de Salazar était particulièrement brillant. Il s'appelait Ferro et il avait été démarché contre, d'ailleurs, espèce sonnante et trébuchante, plusieurs grandes figures de la littérature française pour qu'elles préfacent des bouquins de Salazar. Donc voilà cette affinité. On y a fait allusion, elle était dans les institutions, elle était dans le corporatisme, qui était la doctrine économique dominante. Et on a, si vous voulez, une très grande identité des régimes, puisque travail, famille, patrie, qui est le slogan de Vichy, on le retrouve pratiquement dans l'Estado Novo portugais, avec une petite nuance, mais c'est pratiquement la même idée. Donc, on part pendant 2 ans sur... je vais accélérer. On part pendant 2 ans sur cette idylle. Une divine surprise, comme aurait dit Maurras. Le régime portugais a un petit enfant, qui est le régime de Vichy. Vichy, qui, je vous le rappelle, au point de vue de la taille, est moins déséquilibré que ne l'était la France dans ses frontières normales. Ce qui restait du territoire de Vichy était plus proche du territoire du Portugal, y compris pour la population, même si la France restait plus importante. Donc, pendant 2 ans, et je le développe dans le livre, les relations s'approfondissent dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, des relations, j'allais dire, pratiquement normales dans cette période. Mais en 1942, patatras, l'Afrique du Nord est envahie ou libérée, suivant l'opinion qu'on en a, par les troupes alliées, et le général de Gaulle et la France libre s'installent à Alger. Ça change évidemment complètement la face de la relation franco-portugaise, puisque jusque-là, à dominante avec Vichy, elle devient beaucoup plus éclatée entre plusieurs interlocuteurs. Et c'est là que Salazar va se montrer extraordinairement ambigu, puisqu'il ne reconnaîtra jamais le gouvernement d'Alger, avec un argument très simple en disant « Pourquoi voulez-vous que je reconnaisse Alger, puisque les Alliés ne le reconnaissent pas ?» Ce qui était effectivement un argument irréfutable, mais ça impliquait de continuer à reconnaître le gouvernement de Vichy, qui a été, je vous le signale, reconnu jusqu'au 25 août 1944. Donc la période d'occupation complète de la France, la déliquescence complète de l'État de Vichy, tout ça n'a rien changé au comportement des Portugais. Alors vous me direz, quel aveuglement? Oui, aveuglement dû au manque de contact direct entre les hommes. Jamais Pétain n'a rencontré Salazar, pas plus d'ailleurs que de Gaulle. Et une espèce, si vous voulez, de déception permanente dans la relation économique, dans la relation culturelle, parce que les temps étaient de plus en plus difficiles, de plus en plus durs. Et cette relation qui avait été pendant 2 ans relativement épanouie s'est réduite comme peau de chagrin. L'invraisemblable faiblesse en matière de relations humaines du régime de Vichy, qui a été incapable d'envoyer un représentant pendant près de 8 mois à Lisbonne en 1942-43, explique en partie ces mauvais fonctionnements, ces dysfonctionnements et ces malentendus. Donc, la période de l'illusion, c'est là, et je vais en terminer par là, c'est là que Salazar révèle ses limites. Parce qu'on pense un très grand politique, un homme qui choisit remarquablement bien les options, là, il se trompe complètement. Il pense que Pétain est un homme qui peut jouer un rôle dans l'avenir, alors que Pétain a 86 ans, qu'il a 4 heures de lucidité par jour, et c'est une erreur absolument incroyable
de continuer à miser sur ce partenaire. C'est une fidélité, si je puis dire, qui a entraîné des relations de plus en plus croupions. On a parlé de la principauté de Gerolstein en parlant de Vichy, mais Vichy était devenu quelque chose de totalement informel et pour la politique internationale. Il est évident qu'en France même, le régime, hélas, avait encore des tas de moyens d'action. Donc cette illusion, elle a duré jusqu'en 1944. On a imaginé des plans de paix de compromis, ce qui était absurde puisque les Alliés avaient dit clairement à la conférence de Casablanca en 1942 qu'ils ne feraient pas de paix de compromis avec l'Allemagne nazie. Donc de continuer sur cette voie-là avec l'Union latine, avec un certain nombre de partenaires plus ou moins vaporeux, c'était la grande erreur de la diplomatie salazarienne. Et on a terminé dans la bouffonnerie, j'en parle dans le livre, parce que comme les gens se parlaient de moins en moins, comme les relations étaient de plus en plus évanescentes, on écrivait n'importe quoi. Et là, je me suis permis, en tant que professionnel, disons, d'analyser la correspondance des postes. Et la correspondance des postes, que ce soit à Lisbonne, à Vichy, ou même à Alger, n'était pas extraordinairement fiable. J'ai appelé ça le règne des bobards. Donc, nous avons une relation qui aurait pu être, on en parlera peut-être, riche, soit avec le régime de Vichy, si le régime de Vichy n'avait pas été ce qu'il est devenu très rapidement, soit avec le gouvernement de la France libre, si l'entourage de Salazar avait vu de manière plus lucide ce qu'on pouvait attendre de ceux qui allaient gagner la guerre. Donc on a un sentiment de frustration dans cette relation franco-portugaise, et c'est pour cela que j'ai insisté à la fin sur l'illusion. Merci. René Poznanski, quelle était votre lecture de l'ouvrage de Patrick Courtras? Alors d'abord, je dois vous dire que je suis la seule à ne pas avoir écrit ou fait la moindre recherche sur le Portugal. Et donc je me sens un petit peu petite dans ce panel, parce que vraiment, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout spécialiste du Portugal. Encore que j'y suis allée, que j'ai adoré mon voyage au Portugal. Et que, pour ne rien vous cacher, cette francophilie dont vous parlez si bien, je m'en suis rendu compte même donc relativement récemment, où il y a, je crois, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, parce que vivant en Israël et en tant qu'universitaire, je me promène beaucoup, comme le font tous les universitaires, et j'ai le réflexe partout de parler en anglais. Bah oui. Et ça a été merveilleux. Dès la première fois où j'ai ouvert la bouche en anglais, on m'a répondu en français. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a été merveilleux. Je n'avais pas besoin de parler l'anglais. Je pouvais parler partout français. C'est un des rares pays où c'était encore vrai il y a, en tous les cas, une quinzaine d'années. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Pour les générations plus jeunes, c'est probablement... C'est plus dur, oui. Ça a probablement changé. Mais en tous les cas, c'est ça mon rapport plus direct avec le Portugal. Alors... Et j'ai donc tout appris. J'ai tout appris et ça m'a énormément intéressée. Et puis, il n'y a pas de sujet étroit, si je puis me permettre. Vous évoquez un sujet étroit. Il n'y a pas de sujet étroit. Je pense que les sujets moins traités, considérés comme plus marginaux, jettent souvent une lumière intéressante sur l'ensemble. On a des perspectives auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant. Alors, ce livre, comment je l'ai lu? C'est l'étude d'une forme de neutralité. Il y a eu des pays neutres pendant la Seconde Guerre mondiale, ça, c'en est un. Le Portugal était un pays neutre. Et c'est un pays neutre qui est analysé dans ce livre à travers la traduction de cette neutralité au niveau diplomatique. Et c'est particulièrement important puisque c'est à ce niveau-là qu'on peut lire
ce qui a pu se passer entre le Portugal et la France, ou les Frances, puisqu'il n'y a pas eu de rencontre personnelle entre les différents dirigeants français ou légal, résistant ou Salazar. Donc c'est déjà un point extraordinairement important. On a en même temps l'étude d'une neutralité et une histoire diplomatique. C'est vraiment une histoire diplomatique. Et alors une histoire diplomatique qui nous est écrite par quelqu'un qui a travaillé dans la diplomatie, qui sait donc s'y reconnaître, et ça vous l'avez noté dans cette très belle préface. Je trouve vraiment qu'elle est excellente. C'est pas du tout de la flagornerie, je l'ai pensé avant de savoir que vous seriez là. C'est par quelqu'un qui sait lire les archives. On pense souvent, et à tort, les non-professionnels en tous les cas, que les archives nous disent tout. Qu'il suffit de lire les archives et qu'à ce moment-là, on n'a qu'à reproduire un petit peu ce qu'on a lu et puis on peut écrire l'histoire, en fait. Puis c'est les faits, quoi. C'est dans les archives. Ben, c'est faux. C'est faux parce qu'il faut savoir s'y retrouver. Il y a des archives qui sont importantes, il y a des archives qui le sont moins. Il faut savoir quels sont les rapports entre les différents services, les auteurs des différents documents. Donc il faut connaître l'institution qui est créateur de ces archives. Si on ne le connaît pas, on est absolument incapable de produire une analyse digne de ce nom. Et là, on a vraiment, ce qui est intéressant, c'est que donc, Patrick Gautrat sait s'y retrouver, qu'il a su s'y retrouver, qu'il a su hiérarchiser. Et donc, on a une étude sur archives qui est particulièrement intéressante. À ça s'ajoute une connaissance du Portugal, très importante, et des deux pays, en fait, du Portugal et de la France. C'est amusant, l'auteur s'y réfère dans son livre comme d'un amour de jeunesse. Vous n'avez pas utilisé cette expression ici, mais d'où une forme de relation passionnelle. Et puis, vous le savez tous, la passion, c'est le secret d'un bon livre. C'est le secret d'un tas de choses, mais c'est aussi le secret d'un bon livre. Alors, il y a donc dans ce livre un professionnalisme très fort qui donne une perspective intéressante sur le sujet. Par ailleurs, on saisit bien les évolutions. Elles vous ont été détaillées ici. Et avant novembre 42, après novembre 42, à partir de 43-44. Et le titre de l'ouvrage évoque trois personnalités. Il évoque, qui investit de fonctions différentes, Salazar, Pétain, De Gaulle, mais en fait, ce sont les politiques des différentes que représentent ces personnalités qui sont analysées dans ce livre. Le Portugal neutre, la France officielle collaboratrice et la France libre résistante. Donc c'est intéressant de voir le ballet en fait qui s'instaure à travers ces rapports qui se sont instaurés. Patrick Gautrat pénètre également à l'intérieur de la... Enfin, il plonge dans l'histoire la plus ancienne pour expliquer cette francophilie qu'il a évoquée il y a quelques minutes, avec ses hauts et ses bas. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, bon, alors historiquement, l'évolution et les bas de l'époque napoléonienne, les hauts au moment de la proclamation de la République portugaise, tout ça, bon, vous pouvez peut-être y revenir, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement la dichotomie entre, d'un côté, une affinité culturelle extrêmement forte, et de l'autre côté, des résistances vis-à-vis des évolutions politiques en France. Et ça, je trouve, la tension entre les deux me paraît particulièrement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les tensions. Hein, quand ça coule de source, c'est ennuyeux. Mais là, on a quelque chose qui est quand même très dynamique, qui est très intéressant, et qui pose problème, ou s'interroger sur cette tension entre les deux me paraît particulièrement intéressant. Par ailleurs, vous avez parlé des intellectuels. Et là, je vais un petit peu élargir les intellectuels français avant-guerre et leur fascination pour Salazar et le régime portugais. D'abord,
première chose, il y a tout au long de l'ouvrage, et ça me paraît aussi essentiel, une attention très très forte aux perceptions. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe et que je trouve particulièrement intéressant parce que, vous savez, ce qui fait l'histoire, ce n'est pas nécessairement les réalités, ce sont les perceptions de ces réalités. Chacun des dirigeants ou chacune des décisions politiques qui sont prises par les uns ou par les autres ne sont pas prises en fonction de réalités que nous connaissons aujourd'hui avec notre regard rétrospectif, mais elles sont prises en fonction de la perception de la réalité qui, en fait, crée le cadre cognitif qui permet de comprendre, d'interpréter ce qui se passe. Et là, dans votre livre, vous y prêtez une grande attention et ça me paraît tout à fait intéressant. Et je reviens aux intellectuels. Alors, ces intellectuels, moi, ça m'interroge beaucoup, je dois le dire. Alors, évidemment, chacun parle des sujets qui l'interrogent. Hein, et donc, c'est pour ça que je m'attache à parler de ça. Oui, ben, je trouve que les intellectuels français, c'est quand même un sujet particulièrement intéressant. Leurs engouements, l'engouement des écrivains français et le caractère très inconditionnel de ces engouements me paraît quand même un sujet très français et très curieux. Pensez, bon, alors on a les écrivains conservateurs, très conservateurs à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans l'avant-guerre. Vous avez les intellectuels français pour lesquels l'Union soviétique, c'était le paradis sur Terre. Enfin, les intellectuels français étaient quand même très particuliers dans la sphère intellectuelle du monde de l'après-guerre, où c'était particulièrement violent. Et même quand on parle de l'antisémitisme et de la question de l'antisémitisme, vous avez une particularité de l'antisémitisme français, c'est que si on le compare par exemple à l'antisémitisme allemand, l'antisémitisme allemand est infiniment plus violent. Et il l'était dès le départ. L'antisémitisme français n'était pas violent. Il n'y a pas eu mort d'homme avant-guerre, sauf en Algérie, mais pas en France métropolitaine. En revanche, l'engouement, la classe intellectuelle était les écrivains français les plus reconnus, les plus célébrés, les plus primés, étaient extraordinairement antisémites. Donc ces engouements successifs et pas nécessairement conséquents, ou en tous les cas cohérents, d'une période sur l'autre, des intellectuels français, moi, c'est vraiment une question qui m'interroge. Et très sincèrement, je dois dire qu'aujourd'hui, ça oriente même ma propre attitude à l'égard de certains engouements intellectuels, de certains engouements politiques d'intellectuels aujourd'hui même. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très français. Alors, on peut en discuter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On s'est éloigné du Portugal et je m'en excuse. Mais je vous l'ai dit, c'est un sujet qui me préoccupe un peu parce que je pense qu'il est important. Il a été important tout au long du XXe siècle en France. Et il me paraît... On accorde une grande place aux intellectuels dans ce pays. Et donc, ça me paraît important aujourd'hui également. Et c'est pour ça que ça me préoccupe encore. Voilà. Ensuite, ce qui est fort important, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est je reviens quand même au livre et au Portugal, c'est de ça qu'on m'a demandé de parler. Je suis bête et disciplinée, de temps en temps. C'est le modèle portugais pour l'État français. Je crois que là, c'est quand même très, très bien développé, très intéressant. La comparaison entre les deux régimes est très éclairante avec la comparaison au niveau de l'idéologie et la façon dont ces idéologies sont appliquées dans l'un ou l'autre des pays, à Vichy et au Portugal. La similarité des devises, travail, famille, patrie d'un côté, Dieu, autorité, nation, famille de l'autre, le corporatisme prôné par les deux, ou le rapport à la jeunesse, à l'Église, au rôle du chef. Ces proximités idéologiques sont quand même très, très, très passionnantes.
Et on suit également le développement au cours de des 3 périodes, selon ce plan en 3 parties, très peu orthodoxe à Sciences Po, si je puis me permettre, en tous les cas de mon époque, est bien étudié dans le livre. Et cette fidélité incroyable de Salazar à l'égard de Pétain aussi est passionnante, mais ça, vous en avez parlé. Le poids du pragmatisme. Et ce qu'on oublie aussi parfois, c'est au cours du XXe siècle le poids de l'anti-bolchevisme dans les décisions qui sont prises. On oublie le poids de l'anti-bolchevisme et le poids de l'anti, en règle plus générale. Si on prend les années 30, par exemple, en Europe, c'était pas une lutte ou une confrontation entre le bolchevisme et le fascisme, nazisme, c'était, à mon sens, une confrontation entre l'anti-bolchevisme et l'antinazisme ou l'antifascisme. C'est-à-dire que il y avait évidemment les fascistes, il y avait les nazis, puis il y avait leur périphérie. Et leur périphérie était construite à l'égard de ce que chacun considérait comme la menace la plus importante. Pour certains, la menace la plus importante en Europe, c'était le fascisme. Pour d'autres, la menace la plus importante en Europe, c'était le communisme, le bolchevisme. Et donc, le rôle des antis est très important. Et pour Salazar, vous montrez très bien comment l'anti-bolchevisme a été le moteur d'un certain nombre de ces décisions. Alors, dernier point sur lesquels peut-être j'ai aussi été fabuleusement intéressée par le rôle des Français à Lisbonne. Et là, je crois qu'il y a vraiment une étude à faire sur la comparaison du rôle des Français aux différents endroits. Et on a un livre sur les Français à New York. On a aussi des éléments importants sur les Français au Québec. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Et une comparaison serait particulièrement lumineuse. Il faut mettre un étudiant là-dessus, je pense. Ça me paraît, ça n'a pas été fait. Je crois que ça serait vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Alors, des Juifs, j'en parle pas maintenant, j'en parlerai après. Mais je voudrais terminer sur un point qui est un peu une... je ne sais pas si c'est une critique ou une question, j'en sais rien. C'est un peu entre les deux, ou en tous les cas une interrogation. Une de mes interrogations. C'est un livre extraordinairement engagé, en fait. Vous portez, Patrick, un jugement très sévère sur la diplomatie française au prisme de l'amitié entre les deux pays qui aurait pu être renforcée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je cite une phrase de la conclusion. « Il aurait fallu d'autres forces et d'autres hommes que ceux de l'État français qui n'eut à aucun moment une diplomatie à la hauteur des enjeux auxquels il devait faire face. » Alors moi, je me demande si ce n'est pas une fausse question. Parce que Vichy était Vichy, sur ce point comme sur d'autres. Et donc, point d'interrogation. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Voilà, je m'arrêterai là. Bon, si vous permettez, je peux peut-être donner la parole à Yves Léonard, et puis vous pouvez réfléchir à votre réponse en attendant le développement en 2 ou 3 parties d'Yves Léonard pour donc résumer ta lecture donc, du livre. Bien, ben merci d'abord de l'invitation, de pouvoir parler du Portugal, parce que auprès d'un public qui n'est peut-être pas familier des recherches et des études consacrées au Portugal. Donc je suis très heureux de cette réunion. Évidemment du livre de Patrick Gautrat. On en a longtemps parlé, on a échangé. J'ai écrit et commis cette préface pour dire tout l'intérêt de l'ouvrage. Donc je ne vais pas trop développer autour de ça, mais l'ouvrage, pourquoi il me paraît important. Ça a été dit dans le propos qui a précédé. L'histoire, elle n'est pas simplement écrite par des historiens. Bien sûr, les historiens, voilà, on a une place éminente à jouer, une méthode, un rapport aux archives qui est essentiel.
Mais, et cet ouvrage le montre bien, il y a dans le regard que peut poser sur une période historique donnée un non-historien de profession, il y a là des apports tout à fait féconds, d'une grande fécondité, d'un grand intérêt. Et c'est ce qui m'a beaucoup séduit dans la démarche qu'a entreprise il y a quelques années Patrick Gautrat pour travailler sur cette période de la Seconde Guerre mondiale et des rapports luso-français. Et je dois dire que quand on a à se colter à la recherche historique, avec toute la difficulté de l'exercice, ces rapports aux archives, on a là, à travers l'exercice auquel s'est livré Patrick Gautrat, une belle réussite. Parce qu'il y a énormément de sources qu'il a pu consulter, certaines de manière tout à fait originale, avec un travail à la fois en France, mais aussi aux archives concernées à Lisbonne. Et quand on est confronté aux archives, et elles sont d'une grande richesse, y compris le fonds Salazar, hein, qui, à la différence d'autres dictateurs, est relativement facile d'accès, mais comme tout fonds d'archives, très frustrant. Donc Patrick Gautrat s'est attaqué à tout ça, et notamment les archives diplomatiques, avec un atout supplémentaire, c'est son expérience de diplomate. Et je crois qu'au travers des différents chapitres, on voit bien sa capacité à, comme on dit, séparer le bon grain de l'ivraie. Et il y faisait allusion tout à l'heure, à essayer de déceler ce qui relève d'informations fiables et ce qui relève des bobards. Et sa lecture des télégrammes, des dépêches, est tout à fait remarquable. Et je dois dire que pour un historien, c'est un apport de premier plan. Je vous recommande tout particulièrement les passages qui sont cette galerie de portraits tout à fait étonnante et assez drôle à lire de ces personnages qui se sont succédés à Lisbonne, avec l'imbroglio évoqué tout à l'heure, à savoir la vacance de la légation pendant plusieurs mois parce que Vichy va se révéler incapable de nommer quelqu'un qui est aussi l'assentiment, la reconnaissance du régime salazariste. Parce qu'à plusieurs reprises, c'est bien montré, il y a un certain nombre d'hésitations. Donc voilà, ça c'est déjà pour moi un apport tout à fait considérable, et notamment pour compléter et enrichir cet ouvrage qui a été publié il y a une vingtaine d'années au Portugal sur Salazar et les Trois France. C'était la traduction en français, on va dire. Cet ouvrage, comme Patrick Gautrat l'a rappelé, était fort utile, mais vraiment centré sur un certain nombre de points. Et je crois que l'ouvrage que nous avons dont nous parlons aujourd'hui apporte des éclairages tout à fait intéressants. L'autre point qui me semble tout à fait utile à rappeler, c'est que voilà, c'est un diplomate français, Patrick Gautrat, qui s'intéresse à un pays qui finalement a relativement peu intéressé la France. Et pour preuve, pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut bien insister là-dessus, et Salazar en a beaucoup joué, le Portugal est l'allié diplomatique de la Grande-Bretagne, l'allié historique depuis des siècles, avec des hauts et des bas bien sûr, mais c'est la plus vieille alliance diplomatique en Europe. Elle a été conclue à la fin du XIVe siècle et n'a jamais été vraiment remise en question. Elle a lourdement pesé sur le destin du Portugal, mais jusqu'à y compris à la Seconde Guerre mondiale, le Portugal reste l'allié de l'Angleterre. Alors bien sûr, il y a cette neutralité, mais une neutralité, comme le rappellent les autorités salazaristes dès le déclenchement de la guerre, Salazar en personne dit « il ne faut pas se laisser égarer par la perturbation générale ». C'est la phrase qu'il utilise. Et c'est tout Salazar, parce que cette neutralité va être d'une ambiguïté absolue. Au-delà des relations luso-françaises, c'est toute la diplomatie de Salazar qui est très ambiguë. Mais c'est la pierre angulaire. C'est intangible. On ne reviendra pas sur cette alliance. Et évidemment, elle pèse très lourdement, et c'est bien montré dans l'ouvrage, sur le destin même des relations luso-françaises. Je l'ai écrit dans la préface, d'où, chose extraordinaire, rien ne s'ensuit. Ben oui, rien ne s'ensuit parce que voilà, la question des relations luso-britanniques est prégnante, est première dans cette affaire. Et il ne faut jamais l'oublier, et cet ouvrage est très utile parce que justement il met en perspective ces relations luso-françaises à travers ce primat, cette primauté de la relation luso-britannique.
Et il y a eu beaucoup de travaux qui ont été consacrés à ces relations luso-britanniques. C'est extrêmement important de bien l'avoir en tête, et ça permet d'éclairer cette question de la neutralité. Salazar, ça a été rappelé, et l'ouvrage, je dirais, fait un portrait tout à fait éloquent et très fin. Salazar est l'homme de toutes les ambiguïtés. De toutes les ambiguïtés et d'une volonté, son habileté principale, c'est le savoir durer. Et une grande partie de son attitude, même s'il fait preuve de cécité, d'une forme d'aveuglement, ou qu'il pense durablement avec cette paix de compromis et du rôle que seraient appelés à jouer Vichy et Pétain, Salazar a l'art, comme nul autre, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sa conception de la politique, d'une certaine manière, c'est ça. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne cesse, et assez précocement quand même, d'être animé par la suite. Et on le voit assez clairement à partir de 1900, évidemment, deuxième partie de l'année 1943, et on va en reparler sur la question des Juifs en 1944, avec la question de la Hongrie par exemple. On voit très clairement à quel point Salazar fait des choix qui sont dictés par un pragmatisme. Ce pragmatisme, c'est de savoir comment se survivre à lui-même, comment éviter que le régime puisse être remis en question alors qu'il a été pris dans le champ magnétique des fascismes dans la fin des années 1930. Et donc tout le jeu de Salazar, y compris vis-à-vis des autorités françaises ou ces nombreuses autorités représentant à Lisbonne, ça va être d'envisager aussi la suite. D'envisager la suite pour préparer, gagner la paix. Et dans cette perspective, ce qui vient d'être dit, l'anti-bolchevisme va très vite jouer un rôle considérable et être un atout de premier plan pour survivre. Voilà les quelques points qui me semblaient importants de remettre en avant pour souligner tout l'intérêt, toute la fécondité de cet ouvrage et la qualité d'écriture aussi. Je crois que ça a été relevé. Alors après, les histoires de plans en 2 ou 3 parties, mais il y a une grande finesse de style pour retranscrire justement cette complexité, cette subtilité des relations luso-françaises. Bon, merci Yves Léonard. Alors je vais vous permettre de revenir sur la question de René Poznanski, peut-être juste avec une précision concernant un peu l'arrière-plan et pour contextualiser cette remarque finale donc, concernant la relative faiblesse ou l'absence de représentants forts de Vichy. On peut dire aussi qu'au début du mois de la guerre, Armindo Monteiro, qui était le représentant du Portugal à Londres, était si important que Churchill l'avait considéré comme un éventuel remplaçant de Salazar. Les Américains ont envoyé George Kennan, qui est devenu un des grands diplomates et intellectuels de la scène américaine. Donc il est effectivement étrange que la France, alors qu'elle a eu une relation si idéologiquement si proche avec le Portugal, que la France n'ait pas réussi pendant 8 mois à trouver un représentant de Vichy. Voilà, je vous laisse répondre. Plusieurs personnes qui ont lu le livre m'ont dit que j'étais très cruel, très désagréable pour mes collègues de l'époque. Et le fait est que, comme beaucoup de gens me le disent, je vais finir par le croire, je n'ai pas voulu être très désagréable, sauf peut-être pour le dernier, qui était un personnage peu recommandable à tous égards. Mais j'ai essayé, si vous voulez, d'expliquer comment cette administration de Vichy, puisque Vichy c'était un État, était incapable de faire les bons choix. C'est-à-dire qu'ils ont eu plusieurs occasions d'envoyer des gens de qualité et ils n'ont jamais, notamment pour un d'entre eux en 1940, ils n'ont pas été capables de le faire. Et ensuite, vous savez, dans le contexte actuel, on parle toujours de la qualité des personnages qui sont en tête dans telle ou telle circonstance. Là, on a vraiment tout essayé et ça a raté. L'exemple le plus extraordinaire, c'est Morand. Ils disent on va envoyer quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui a une réputation reconnue d'auteur, donc Paul Morand.
Et je dirais le professionnalisme le plus élémentaire aurait été d'essayer de savoir si Paul Morand, à l'époque on n'avait pas Google, mais quand même, est-ce qu'il a écrit quelque chose sur le Portugal? Est-ce qu'il s'est intéressé au Portugal? Or, le malheur, c'est qu'il s'est intéressé au Portugal, qu'il a écrit un roman, et le chapitre concernant le Portugal est particulièrement désagréable pour le Portugal et pour les Portugais. Donc vous imaginez qu'une âme charitable a mis ce texte-là sous le nez de Salazar et lui a dit on ne peut pas nommer ce type-là ambassadeur, enfin ministre français à Lisbonne. L'exemple de Morand est l'exemple le plus frappant. Alors Morand, je vous rassure pour lui, a été envoyé en Roumanie et ensuite en Suisse. Il a pu terminer la guerre dans la quiétude. Mais l'épisode Morand est un épisode rocambolesque. Vous savez, Salazar se moquait de ce gouvernement de Vichy quand il était de mauvaise humeur, dont les ministères étaient dans des chambres d'hôtel et les salles de bain. Et le fait est que le ministère des Affaires étrangères était à l'hôtel du Parc dans des conditions matérielles tout à fait lamentables. Et je ne dirais pas que c'est à cause des conditions matérielles lamentables qu'ils ont été aussi mauvais, mais ils ont véritablement raté. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur un autre diplomate de la période qui était secrétaire général de ce ministère, et j'ai pu constater les mêmes choses, c'est-à-dire l'absence de rigueur, l'absence de professionnalisme. Donc, c'est une vision un petit peu originale de Vichy, dont on connaît, surtout dans cette maison, je ne peux que parler des aspects les plus tragiques de ce régime, mais en ce qui concerne la politique étrangère, c'était plutôt un peu bouffon. Et Lisbonne a été un exemple. Alors, vous l'avez dit très justement, pendant que nous, on envoyait des deuxièmes couteaux, on ne les envoyait pas, puisqu'ils étaient récusés les uns après les autres. Et le dernier qu'on a envoyé était le pire de tous, puisque c'était l'ancien adjoint de Darquier-Pielpois au commissariat aux questions juives. Excellente idée d'envoyer quelqu'un à Lisbonne, dans le pays de l'Alliance britannique, qui a un panégyrique pareil. Bon. Donc c'était vraiment une succession de ratages, le dernier donc, Monnier étant le pire de tous, et on avait vraiment eu une constance dans l'erreur. Alors j'ai peut-être été un peu méchant, c'est vrai, mais je crois j'ai été équitable. On aurait eu d'autres hommes, comme avaient les Anglais, qui avaient leur ancien ambassadeur à Paris, Sir Ronald Campbell, ou les Allemands, qui avaient un anti-nazi tout à fait remarquable, qui a fui d'ailleurs à la fin de la guerre, qui n'est pas rentré en Allemagne, mais qui n'a pas fui comme fuyaient d'autres. Lui, il a fui, je dirais, pour ne pas subir les représailles de ses anciens camarades. Les Espagnols avaient envoyé le frère de Franco, rien que cela. Et nous, on envoyait des gens de poids très limité. Je voulais rebondir sur votre remarque, Poznanski, tout à l'heure. Les gens étaient orientés un peu par leur propre boussole sud plutôt que leur conviction. Et ça m'a paru particulièrement intéressant par rapport à Salazar, qui, lui, était, vous l'avez dit, donc fortement marqué par un anti-bolchevisme, mais il était aussi très opposé culturellement, très loin des États-Unis, des Américains. Il avait une détestation pour les Américains. D'où cette idée qui a l'air assez curieuse de fonder une union latine, vous en parlez dans votre livre, c'est-à-dire de faire une sorte d'union entre les pays latins, union à laquelle pourrait participer aussi le Brésil, qui à l'époque était certes une ancienne colonie portugaise que le Portugal, soi-disant, en passant, a perdu à cause des invasions napoléoniennes. Et ça aussi, il faudrait peut-être en parler par rapport à
sous le prisme de la relation entre la France et le Portugal, parce que ça, là, il y a quand même une grande dette disons, quelque chose de très... un poids qui alourdit ces relations. Mais le Brésil était à l'époque aussi gouverné par un gouvernement qui a à peu près, donc qui a créé son propre Estado Novo, Getúlio Vargas, et qui a également donc pris à peu près les mêmes directions politiques que Salazar. Quelle était cette... aujourd'hui, ça a l'air complètement étrange, cette idée de créer une union latine, mais pourtant, c'est probablement cette idée, effectivement, de s'éloigner à la fois donc, de l'idée bolchevique et de s'éloigner aussi de la sphère d'influence américaine. Mais l'ambiguïté de Salazar vis-à-vis des États latins est totale, parce que qu'est-ce que c'était les Latins? Il y avait les Roumains qui avaient un régime archi-autoritaire, et il y avait l'Italie jusqu'en 1943, où il y avait Mussolini. Et pour l'anecdote, je vous rappellerai que Salazar a eu la photo de Mussolini sur son bureau jusqu'en 1940. Il l'a enlevé en 1940 quand Mussolini est entré en guerre avec Hitler. Il paraît qu'il a remplacé par une photo du pape. Ça, je ne connais pas la fin. Je crois que c'est peut-être Yves Léonard qui l'a écrit. Non. Oui, effectivement, il y a eu ce choix de photo. Il ne faut pas non plus, sur cette photo de Mussolini, c'est tout le problème de la caractérisation du régime salazariste. Salazar admirait avant tout une personne, c'était lui. Il avait un souverain mépris pour Franco, qui, par ailleurs, a des affinités électives de régime et de complicité bien évidentes. Franco avait une grande admiration pour Salazar, mais la réciproque n'était pas exacte. Quant à Mussolini, bien sûr, il y a eu des emprunts dans le régime salazariste sur l'idée du système corporatiste, sur le mode d'organisation des systèmes de jeunesse, le statut du travail, etc. Enfin, il y a eu beaucoup d'emprunts, mais Salazar, vis-à-vis, et y compris tous ceux qui se réclamaient trop fortement de Mussolini, au congrès de Montreux, par exemple, pour créer cette internationale fasciste, etc., Salazar a pris ça avec beaucoup de recul et son admiration. Alors, voilà, le choix de la photo... voilà, il y avait aussi une voiture de marque allemande qui lui avait été aussi donnée par le Reich et par bon. Voilà, je crois que là-dessus, ce sont bien sûr des symboles et on peut en parler, mais Salazar a eu vraiment, et ça explique aussi cette attraction qu'il a eue auprès d'un certain nombre d'intellectuels et de politiques. Salazar était vraiment persuadé d'être quelqu'un de très singulier et très au-dessus des autres dictateurs de l'Europe de l'entre-deux-guerres. Et ce qui explique pour beaucoup aussi cette volonté inouïe qu'il a eue de se survivre et que son régime puisse survivre. Salazar, j'ai pu le noter quand j'étais gamin au Portugal, tout ce qui était américain était mal vu. Parce que ça symbolisait l'argent, ça symbolisait le capitalisme à l'état brut, si je puis dire, et une certaine vulgarité par rapport à ce qu'un homme comme Salazar pouvait aspirer à promouvoir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 1944, quand il s'est agi de louer les Açores, c'est-à-dire l'île fondamentale pour les transports aériens, puisqu'on ne pouvait pas faire, vous le savez parfaitement, d'un seul coup le voyage, il fallait donc s'arrêter aux Açores, et ce sont les Anglais qui tenaient la corde, et puis quand les Américains ont gentiment demandé aux Anglais de leur laisser la place et que ce serait eux qui géreraient la base des Açores, Salazar a accepté. Donc tout l'homme est là. Il ne les aime pas, mais il a compris que ce sont eux qui vont gagner la guerre, plus encore que les Anglais. Et ça, il avait pour ça une espèce de vision, même s'il n'a rien compris à la situation française, en continuant à ne pas vouloir reconnaître De Gaulle jusqu'à la fin, jusqu'à septembre 1944. Donc vis-à-vis des Américains, je crois qu'il a une attitude ambiguë, mais les Américains, très pragmatiques, ne lui en ont pas voulu, et il a fait la couverture de Time Magazine en 1946,
le plus ancien des dictateurs. C'était une consécration, le doyen des dictateurs. Je voulais revenir maintenant sur le dessin des Juifs. Et avec, je voudrais évidemment vous donner la parole. René Poznański, il y a le statut des Juifs en France qui s'endurcit de jour en jour, alors que le Portugal n'a pas de législation anti-juive. Premièrement, peut-être quel était l'horizon que représentait Lisbonne et le Portugal parmi la population juive en France, et puis il y a eu cette circulaire numéro 14 donc, qui limitait, et c'est là encore une autre ambiguïté, qui limitait l'entrée sur le territoire aux non-juifs et aux non-bolcheviques, mais c'est une circulaire qui représentait une difficulté supplémentaire pour les réfugiés juifs qui tentaient de quitter l'Europe. Je voudrais bien vous entendre à ce sujet. Alors d'abord, vous ne l'avez pas posé comme ça la question, ce qui me oblige à faire un peu d'acrobatie. Mais en règle générale, elle m'est posée, et par email, c'est la façon dont vous me l'avez posée, et c'est la façon aussi dont vous l'abordez dans votre livre. Salazar et la question juive, ou Salazar et le problème juif. Et moi, je n'aime pas utiliser ces deux expressions, bon, le problème juif, de toute évidence, mais la question juive non plus. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du terme utilisé à l'époque et qui signifiait quelque chose qui avait des connotations et qui est donc un terme qui est connoté d'un certain nombre de choses. Moi, je préfère dire la question de la persécution des Juifs ou la question de l'antisémitisme. Il n'y avait pas de question juive, il y avait une question de l'antisémitisme, si vous me permettez mon point de vue, ou en tous les cas le point de vue de l'analyste d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Alors, à partir de là, Salazar n'était pas antisémite, ou en tous les cas, pas franchement. Il n'était pas du tout en phase avec la législation raciale qui a été adoptée en Allemagne, pas non plus avec celle qui a été adoptée petit à petit par la France. Enfin, petit à petit, assez rapidement en fait. Il n'était pas en phase avec cette législation, mais il savait tout, ou en tous les cas autant que les autres dirigeants. Il a su ce qui se passait en Allemagne, puisqu'il n'était pas d'accord, mais qu'il n'a rien dit. Il savait ce qui s'est passé lorsque l'extermination des Juifs a pris le pas sur la législation antisémite, ou l'application en France, en tous les cas, de la solution finale. Il a su ce qui se passait en France. Il a su, comme d'autres, ce qui se passait à l'est de l'Europe et où les Juifs étaient déportés. Et il n'était peut-être pas antisémite, mais au nom de la neutralité, il s'est tu. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il ne s'est pas exprimé par rapport à la France, il ne s'est pas exprimé non plus par rapport à ce qui se passait, à ce qui arrivait aux Juifs dans les camps d'extermination. La question qui est extraordinairement importante en ce qui concerne le Portugal, c'est la question de l'attitude à l'égard des réfugiés. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut noter. C'est qu'il y avait, et ça on va en reparler à propos d'un exemple, mais de l'exemple le plus connu, mais il y avait une différence, et là si je me trompe, c'est vous les spécialistes du Portugal, vous me dites, une différence entre d'un côté Salazar, le ministre des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, ou encore la PVDE, les services secrets, la police secrète, qui étaient très intransigeants, légalistes, avec aussi certains d'entre eux parfois antisémites. Et de l'autre côté, les représentations consulaires et diplomatiques qui faisaient preuve d'empathie à l'égard des Juifs persécutés et qui étaient souvent beaucoup plus conciliantes. Ça, c'est un cadre plus général. Et Salazar, avant-guerre, était contre l'installation de réfugiés
au Portugal. Il faut dire que le Portugal, jusqu'en 1938, n'a pas été une terre d'attraction pour ceux qui fuyaient la législation qui était en train de se développer dans certains pays de l'Est de l'Europe et en Allemagne. Ça a en fait commencé après 1938. Après l'Anschluss et la nuit de cristal, où là, on a pris conscience au Portugal de ce qui était en train de se passer. Mais Salazar continuait à voir le Portugal comme, au bout du compte, une terre de transit, et ça, pourquoi pas? Parce qu'au moment même où il était en train de sanctionner le diplomate le plus connu, on y reviendra dans 2 minutes, Sousa Mendes, il autorisait, le 26 juin 1940, il autorisait la Hayas, la société, l'organisation juive qui s'occupait de l'immigration des Juifs, à s'installer à Lisbonne et à opérer à partir de Lisbonne. Donc, le transit, oui. L'installation, non. Contre l'afflux de réfugiés, pour toutes sortes de raisons qui, en fait, rejoignent l'attitude de la plupart des pays à l'époque. Pour simplement un exemple, pour vous dire à quel point le Portugal n'était pas considéré comme terre de refuge pour les Juifs avant 1938, à la conférence d'Évian en janvier 1938, le Portugal n'a pas été invité. Il n'y était pas. Ça ne faisait pas partie de la conception, de ce qui était considéré à l'époque. Voilà. Alors ça, c'est un premier point. Maintenant, quelle a été la politique à l'égard des réfugiés? Donc avant 1938, j'ai dit pas grand-chose. L'Anschluss, un début de conscience qui commence à se développer, puis la guerre en septembre 1939 qui fait craindre un afflux de réfugiés qui commence d'ailleurs à arriver. Il y a une première mesure restrictive qui est donc adoptée le 24 octobre 1939 sur l'initiative du ministère des Affaires étrangères, qui est déjà appelée la circulaire 14 d'ailleurs, où les seuls diplomates de carrière pouvaient délivrer des visas, pas les consuls honoraires, parce que les consuls honoraires étaient parfois juifs ou en tous les cas considérés comme pas suffisamment sérieux. Et les diplomates devaient consulter le ministère des Affaires étrangères. Deuxième étape, l'invasion de la France. Alors là, on a un afflux de réfugiés qui viennent parce qu'ils fuient l'avancée des troupes nazies. Nouvelle circulaire du 17 mai 1940, où il faut cette fois-ci une approbation préalable du ministère des Affaires étrangères. C'est donc plus seulement une question. Le ministère doit donner son approbation. Puis, après l'entrée des Allemands dans Paris le 14 juin 1940, cette fois-ci, c'est la police, la PVDE, qui doit approuver la demande des visas. Donc, on a vraiment une attitude de plus en plus restrictive à l'égard des réfugiés, et seuls ceux qui pouvaient administrer la preuve qu'ils avaient un visa d'entrée dans un autre pays et des billets de bateau pour arriver ailleurs pouvaient obtenir ce visa. Et dernière circulaire enfin de 1940, le 14 décembre, où cette fois-ci la délivrance de visa dépend absolument et totalement de la police secrète, c'est-à-dire de la police du PVDE. Une fois arrivés au Portugal, les Juifs, ceux qui avaient réussi, il y en a eu quand même plusieurs dizaines, les réfugiés, dont un grand nombre de Juifs, et il y en a eu quand même entre 60 et 80 000 réfugiés qui sont arrivés au Portugal, étaient envoyés dans des résidences assignées et aidés par les organisations humanitaires internationales, donc les Juifs par la Hayas ou le Joint, pour essayer de les faire partir ailleurs. Et certains étaient d'ailleurs envoyés ailleurs. Et c'est là qu'on a, alors je 2-3 minutes sur Aristide de Sousa Mendes, qui est un personnage, c'est le personnage le plus connu, qui a joué un rôle très important et qui pose plusieurs questions. Alors la première, c'est celle que j'ai déjà évoquée, des diplomates
parce qu'il n'a pas été le seul diplomate portugais à agir de la sorte, encore que pas de façon aussi systématique, qui montrait plus d'empathie à l'égard des réfugiés que les institutions que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc ça, c'est une première question, et liée à toute la question des réfugiés. La deuxième, c'est une question qui n'est pas abordée dans le livre, mais moi qui me semble-t-il importante, c'est la question du rôle de certains diplomates. Enfin, on a Sousa Mendes, mais on a Wallenberg comme consul de Suède, là, et notamment Wallenberg qui a aidé les Juifs de Hongrie. On a Sugihara, vice-consul du Japon à Kaunas. Donc il y a un certain nombre de diplomates qui ont joué un rôle quand même très particulier. Et la question qui se pose, c'est évidemment comment est-ce que quelqu'un en arrive à braver l'autorité de son pays alors qu'il le représente, et à entrer en fait en rébellion par son action contre ce qu'il est supposé faire. Et évidemment, on n'a pas de réponse, mais ça, c'est la question qui se pose à l'égard de tous les résistants. Comment est-ce que tout à coup, enfin, pas toujours tout à coup, d'ailleurs, c'est souvent progressif, mais ils se lèvent et finissent par agir contre le pays auquel ils avaient coutume d'obéir jusqu'à présent. Et en ce qui concerne Sousa Mendes, c'est un drôle de personnage. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'était un aventurier. Je veux dire, c'était pas la première fois qu'il faisait pas ce qu'on lui demandait de faire. Et notamment, il était très catholique, c'était pas un tendre non plus, hein, très catholique, très conservateur, monarchiste. Son père avait été juge à la cour d'appel de Coimbra. Il était titulaire d'un diplôme de droit. Il avait suivi une carrière consulaire jusque-là. Il a occupé plusieurs délégations consulaires portugaises dans le monde, Zanzibar, Brésil, États-Unis. Et il a accumulé un certain nombre d'incidents au cours de sa carrière. Notamment, il a été expulsé en 1923 des États-Unis pour des déclarations antidémocratiques et pour des crimes d'abus de pouvoir et enfin bon, il a essayé de soustraire de l'argent. Enfin bon, il avait des problèmes. Hein. Mais un problème qu'il n'avait pas, c'était celui d'enfreindre la loi. Et comme conservateur, il se posait aussi un peu là, puisque, outre sa femme et ses 14 enfants, il avait aussi une fille de sa maîtresse française. Donc, personnage quand même haut en couleur, de toute façon. Alors, après une dizaine d'années où il est passé par la Belgique, il s'est retrouvé consul à Bordeaux. Dès la fin 1939, il a délivré des visas sans solliciter l'autorisation de Lisbonne. Et même dans un cas, un faux passeport, ce qui est quand même un crime. Donc, je dis le personnage particulier. Après la défaite de la France, donc, il y a des milliers de réfugiés qui affluent, et c'est là que Sousa Mendes a donné le meilleur de lui-même, en accordant des visas sans faire de différence entre les uns et les autres, sans demander les autorisations qu'il aurait dû demander, des milliers de visas, d'abord de Bordeaux, ensuite de Bayonne, chez le vice-consul qui ne comprenait pas très bien ce qui arrivait, ensuite de Hendaye, alors qu'il était déjà sur la voie du départ sur le Portugal, parce que dès le 23 juin, Salazar a demandé à le rapatrier compte tenu de son attitude, du fait qu'il... et surtout alerté par les Britanniques, parce que vis-à-vis des Britanniques, en plus, il leur demandait de l'argent pour accorder les visas aux Britanniques. Donc il y avait quand même... c'est une histoire compliquée, intéressante, passionnante. Le 8 juillet 40, il est de retour au Portugal. Il est traduit devant un conseil de discipline à Lisbonne. Salazar fait preuve de clémence à son égard. Il ne l'est pas emprisonné et il conserve son titre consulaire. Mais grâce à lui, il y a quand même des milliers de réfugiés, dont environ un tiers de juifs parmi eux, qui ont réussi à arriver au Portugal. Et en 1966, il reçoit le titre de juge parmi les nations par Yad Vashem. Alors, ce qui est intéressant également, en ce qui concerne Sousa Mendes, c'est la mémoire posthume de Sousa Mendes.
c'est à l'époque où la Shoah prend une telle place dans l'arène publique en Europe ou dans le monde occidental de façon plus générale, Sousa Mendes, c'est pain béni pour le Portugal. C'est-à-dire que tout à coup, celui qui était un criminel et qui a été jugé devient représentatif, on l'adule, on l'encense, il représente l'esprit du Portugal, etc., etc. Donc ça, c'est quand même aussi, la mémoire de Sousa Mendes n'est pas moins... Enfin, elle est aussi extraordinairement intéressante. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. Hein. Ouais, j'ai peur qu'on doive rapidement quitter la salle, donc je propose de vous laisser la parole si quelqu'un veut poser une question. Monsieur, oui. Oui, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous avez expliqué, et très très bien. Je voulais juste, à vous, Monsieur Gautrat, au début de votre exposé, vous vous êtes un petit peu étonné du manque de cruauté de Salazar et puis peut-être de l'âme portugaise. Et vous avez donné comme exemple le fait qu'il n'y avait pas de mise à mort dans les corridas. Permettez-moi de donner un autre exemple, c'est la suppression de la peine de mort au Portugal. Ça a été un des premiers pays d'Europe à supprimer la peine de mort, ce qui a valu aux Portugais une lettre à la Société des écrivains de Lisbonne, une lettre très élogieuse de Victor Hugo. Mais je voulais poser la question sur justement Sousa Mendes. Vous avez parlé de la mémoire, effectivement, la mémoire déforme, et surtout longtemps après, la mémoire déforme les choses. Mais il y a quand même un discours de Salazar, tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, date à laquelle normalement il devrait sauter, il devrait être éjecté par les Alliés. Salazar, dans un discours, se vante d'avoir eu une politique d'aide aux réfugiés. Il en fait un argument un petit peu de sa survie pour dire nous avons fait tout ce que nous avons pu, etc. etc. Donc ceux qui ont commencé à récupérer ce qui reste aujourd'hui de la mémoire de Sousa Mendes, le premier qu'il a utilisé, c'est bien Salazar. Je voudrais juste rajouter sur la peine de mort. C'est un des passages du livre. Deux citoyens portugais qui vivaient en France sont impliqués dans un hold-up et ils sont condamnés à mort. À l'époque, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère, si je puis dire. Et le gouvernement portugais intervient au plus haut niveau, y compris celui de Salazar, pour qu'on ne les exécute pas. Et finalement, ils ne sont pas exécutés. Je raconte ça dans le livre. Mais ça demande 5 mois de discussion et de palabres. Et finalement, les deux personnes n'ont pas été exécutées. Ça va dans le sens que vous venez de mentionner. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'attitude bienveillante de Salazar vient de ce qu'il y avait pas mal de maranes qui vivaient au Portugal, et donc il a tenu compte de sa propre population par rapport aux réfugiés qui voulaient venir d'autres pays. En tout cas, si je peux me permettre, l'argument de défense qu'avait Sousa Mendes quand il a dû s'expliquer, c'était qu'il avait agi de la sorte en souvenir des crimes qui ont été commis par le Portugal 5 siècles auparavant. Enfin, donc c'est Sousa Mendes qui lui-même s'est appuyé sur cet argument. Je voudrais simplement corriger avant de vous donner la parole. C'était pas une attitude bienveillante, hein. Je veux dire, il a tout fait pour restreindre tout ce qui a précédé, en fait, au moment de l'afflux des réfugiés. Il n'était pas de ceux qui favorisaient l'arrivée des réfugiés. Au contraire, enfin, l'origine de toutes ces circulaires restrictives dont j'ai parlé, c'est Salazar. C'était aussi les différentes le ministère des Affaires étrangères, la police secrète, etc. Mais c'est entériné et en tous les cas décidé par Salazar. Donc, attitude bienveillante, je dirais pas. Ça fait partie de cette espèce de pragmatisme, d'ambiguïté. Et alors oui, alors c'est un point que je voulais souligner auparavant. Je voulais vous féliciter l'un comme l'autre, si je puis me
si mes félicitations valent quelque chose, de l'usage de l'emploi du terme d'ambiguïté. Parce que de plus en plus aujourd'hui, on évite ce terme et on parle d'ambivalence pour essayer de faire passer la pilule, si je puis dire. Et ça m'énerve beaucoup. Et quand il y a ambiguïté, il y a ambiguïté. Et là, il y a absolument ambiguïté. Donc voilà. Non, moi, je suis absolument de votre avis. Il n'était pas bienveillant. C'était un mal nécessaire parce qu'il avait bien compris. Et c'est pour cela qu'il a accepté l'introduction de diverses associations de soutien aux réfugiés. Il pensait à l'après-guerre. Il a quand même été convaincu très tôt la victoire ne serait pas du côté de l'Axe. En tout cas, à partir de 1942, il en était parfaitement convaincu. Donc il fallait être bien vu des gens qui soutenaient les communautés juives. Mais de dire qu'il était bienveillant, non, là je suis entièrement d'accord, il n'était pas bienveillant. N'oubliez jamais qu'il a été au séminaire. Et le séminaire, dans les années 1900 au Portugal, ce n'était pas un endroit particulièrement bienveillant. Oui, Yves Léonard, le dernier mot, je crois qu'il va falloir... Le dernier mot, ça serait très, très présomptueux, mais juste pour compléter peut-être, je ne sais pas sur les origines de Salazar. Portugal, beaucoup peuvent se dire d'origine juive finalement, et Salazar en fait partie. Y compris si on poursuit l'analyse, aussi son rapport très particulier avec sa mère, dont il a gardé le patronyme. Il est passé à la postérité sous le nom de Salazar, alors qu'il aurait dû passer à la postérité sous le nom de Oliveira. Bon, bref. Mais derrière la question, c'est le problème qui a été plusieurs fois relevé de l'antisémitisme au Portugal. Le Portugal, au XXe siècle, ne fait pas partie des pays antisémites. Et même y compris pour les intellectuels, et sur la question coloniale. Alors, il y a eu cette histoire de l'Angola qui aurait pu servir, etc. Et Salazar s'y est opposé. Mais l'antisémitisme au Portugal, depuis le début du XIXe siècle, depuis la perte du Brésil, depuis les guerres péninsulaires napoléoniennes, l'antisémitisme est identifié par les intellectuels et une partie de la classe dirigeante comme le responsable ou l'une des causes de la perte et de la dégradation de l'Empire, qui était au cœur. La question de l'Inquisition, la question de l'expulsion des Juifs à la fin du XVe siècle a été une erreur considérable qui a été commise par les autorités, par le roi du Portugal. Et les intellectuels au XIXe siècle, quand ils écrivent l'histoire nationale, Herculano et quelques autres, stigmatisent cette attitude en disant c'est une des causes qui nous a mis dans cette situation, une des raisons. Donc l'antisémitisme, chez les intellectuels et une grande partie de la classe politique, la République là-dessus, la Première République proclamée en 1910, est très sans ambiguïté. Il n'y a pas ce fond, ce substrat, cette tonalité antisémite. Quant à Salazar lui-même, on revient en termes de pragmatisme et d'ambiguïté, je crois que c'est vraiment ce qui le caractérise. Et puis il a dans son entourage, comme toujours, mais ça ne prouve rien, mais très influencé par des hommes comme Moïse Samsala, qui le voit très souvent, et donc... Ah, pardon. Voilà, ça ne prouve rien, mais ça veut dire simplement que ce n'est pas le sujet pour Salazar, ça n'est pas une préoccupation majeure, comme pour une grande partie des élites portugaises de l'époque. Oui, Yves Léonard m'a volé Amzalak, mais c'était un proche, très proche de Salazar, et il était président de la communauté israélite de Lisbonne. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'Amzalak était un personnage compliqué. Sousa Mendes était compliqué, mais Amzalak l'était aussi. Et je profite, j'ai la parole, pour vous signaler un bouquin magnifique, un livre écrit par Irène Fuster-Pereira, qui s'appelle « Les Juifs », c'est en portugais, mais ça s'appelle « Les Juifs au Portugal pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Et c'est un pavé de 500 pages. Là, celui-là est beaucoup plus modeste. Et c'est quelque chose de remarquable où elle parle justement de cet Amzalak qui était un peu l'alibi de Salazar. Mais c'est pas parce qu'il était copain avec Amzalak qu'il avait beaucoup d'amis juifs. Il n'en avait pas beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous trois, Patrick Gautra, René Poznanski et Yves Léonard. Merci d'avoir participé. Et merci aussi pour votre ponctualité. Et le livre vous attend, bien évidemment. Merci beaucoup.